Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Ça va toujours, Philippe David? Ça va toujours très bien. Allez, au sommaire de cette émission, les voitures neuves coûtent de plus en plus cher. Le secteur automobile innove pour faire durer les voitures et mettre en place un cercle vertueux de recyclage et de réutilisation. Les casseurs ont un rôle majeur dans l'économie circulaire du secteur automobile. Pièces de réemploi certifiées, tarifs attractifs, remise à la route de véhicules. Et puis la batterie est l'organe le plus précieux de la voiture électrique. Elle représente environ un tiers de son prix. Selon le type de technologie et le comportement de l'utilisateur, elle peut tenir très longtemps. Mais que devient-elle lorsque la voiture part à la casse? À l'hydrogène, électrique, thermique, autonome ou partagée, la voiture de demain sera-t-elle durable dans le temps? Est-ce la fin de l'obsolescence programmée? Eh ben, on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Les vraies voix qui font rouler la France. Et pour en parler, Nelson Jourdain est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes dirigeant de Careo, Carico, pardon, Givre Auto, c'est ça? Gièvre Auto. Gièvre Auto. Bon, décidément, j'ai des problèmes de lunettes. Il faut que je change de. C'est ça, il faut que je change. Vous êtes un grand fan de voitures depuis des années et vous avez fondé cette casse, puisqu'on parle d'une casse automobile. Vous aviez 22 ans. Oui, c'est ça. Moi, alors déjà, je suis passionné par l'automobile depuis tout jeune, l'automobile et la mécanique en général. Et j'ai eu l'opportunité de reprendre une activité qui était la casse auto, comme ça se faisait à l'époque, dans les années 90, c'était en 96 exactement, avec, comme on l'imagine à cette époque-là, moi je vendais des pièces, nos clients démontaient les pièces sur un parc, et ce qui n'est plus totalement le métier d'aujourd'hui, mais le métier d'hier était comme ça, et ce qui nous permettait de vendre des pièces de réemploi. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a plus du tout la même activité. Aujourd'hui, on a une autre image déjà, on a un autre rôle. Aujourd'hui, on recycle des véhicules hors d'usage, ce qui n'a plus rien à voir avec auparavant où on vendait que des pièces détachées. Aujourd'hui, on a une traçabilité sur les pièces de réemploi. Les pièces d'occasion sont des pièces de réemploi. Sur les déchets, on vend de la matière, des métaux, de l'aluminium, des pièces en France, à l'export, aux particuliers, aux pros, sur Internet. On n'est plus du tout dans l'image de la casse comme on peut l'imaginer encore quelques années. Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des employés. Aujourd'hui, est-ce que des clients viennent quand même vous apporter des choses? Ou est-ce que tout ça est bien géré? On va chercher les pièces plutôt qu'elles viennent à nous? Aujourd'hui, ce métier, on peut dire qu'il était un peu marginal à l'époque. Aujourd'hui, tout est cadré. Voilà. Pour ma part, nous traitons environ 4000 véhicules par an. Pour ça, on a besoin d'une quarantaine de collaborateurs. Donc, on a des contrats avec diverses compagnies d'assurance qui nous approvisionnent finalement en véhicules hors d'usage. On enlève aussi des véhicules chez les particuliers, des véhicules en fin de vie, de fourrière, etc. Les véhicules, à l'entrée aujourd'hui chez nous sur notre site, il y a une expertise en interne, il y a une traçabilité de la voiture, donc on saura dire quelle voiture. Et une fois qu'on démonte les pièces, on saura dire la pièce vient de telle voiture, a été démontée par tel opérateur, c'est génial. Tel kilométrage. Tant de kilomètres. Aujourd'hui, on accroche même à notre pièce d'occasion une référence d'origine. Donc, aujourd'hui, on est capable de vendre des pièces détachées rien qu'avec l'immatriculation, plus comme auparavant où on était un peu sur de l'à peu près. Sous le manteau et voilà, on vous file sous le manteau, mais c'était un peu plus de l'à peu près. Après, les modèles étaient différents. C'est vraiment une autre époque, une autre façon de gérer, une autre façon de vendre. L'attente de nos clients n'est plus du tout la même non plus. Donc, il faut s'adapter. Vous êtes un des acteurs majeurs de l'économie circulaire finalement. Oui, aujourd'hui. Déjà, vous recyclez les pièces et ensuite vous recyclez le métal. Alors oui, aujourd'hui, j'ai envie de dire, autour de l'économie circulaire et autour de l'automobile, on est un acteur majeur, on est précurseur, nous, finalement, dans le réemploi, dans notre métier de la casse, entre guillemets. On faisait déjà partie de l'économie circulaire, 50 ans. Et, alors aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, les feux sont au vert pour notre activité par rapport à avant, au vert ou ouvert, je ne sais pas comment on peut dire, ou les deux. Mais oui, je pense qu'on est en plein dedans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les voitures qui ont entre 15 et 20 ans, on peut les faire, on en parlera dans la 4e partie, mais grâce à vous, on peut les faire durer dans le temps.
Alors oui, effectivement, chez nous, on va trouver des pièces de véhicules qui ont 1 mois, 1 jour, et puis des véhicules qui ont 20 ans. Alors on rentre en majeure partie des véhicules qui ont une quinzaine d'années sur notre parc, enfin dans notre profession. Cela nous permet de vendre des pièces de réemploi qui ne sont aujourd'hui peut-être plus fabriquées aussi. Ça permet de sauver des véhicules. Il y a une loi qui est sortie en 2018 qui prône la pièce de réemploi, qui doit être proposée chez tous les professionnels. Alors ce qui est le cas, ce qui est un peu le démarrage, c'est pas encore comme on aimerait. En France, on est un peu en retard par rapport à d'autres pays européens, mais on voit qu'il y a une accélération malgré tout. Et on imagine que l'accélération va être de plus en plus intense dans les prochaines années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut permettre de réparer une voiture à moindre coût. On peut permettre de réparer une voiture parce que nous, on a la pièce de disponible dans nos stocks. On n'a pas besoin de la commander, elle est chez nous. Moi, je fais partie du réseau Careco. Careco, c'est un ensemble de 35 entreprises à peu près. Donc, on pioche dans les stocks des uns, des autres, ce qui nous permet de répondre favorablement à des commandes. À des prix modiques. À des prix bien sûr modiques. La casse auto, à la base, on y allait pour le prix, uniquement pour le prix. C'était des bricoleurs qui venaient chez nous démonter les pièces eux-mêmes pour le prix. Aujourd'hui, le prix, bien sûr, 40-50% du prix neuf, mais pas que aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une conscience avec l'économie circulaire, avec le recyclage. Le marché va évoluer avec toutes les nouvelles voitures, les hybrides, les électriques, etc. Vous êtes en cours de changement ? Alors oui, on s'est déjà préparé à ça. On a des ateliers électriques, on a des agréments pour démonter les véhicules électriques. Moi, on me pose souvent la question, mais ton métier, il est appelé à disparaître, les voitures électriques, hydrogène, hybrides. Et non, parce qu'il faudra toujours recycler les voitures, il faudra toujours les démonter, il y aura des véhicules en fin de vie, sauf qu'on démonte au lieu de vendre un moteur, on vendra peut-être une batterie, on vendra d'autres pièces, etc. Mais j'ai envie de dire, non, on est là, on est bien ancré. Alors, pour les gens qui sont passionnés de voitures, il y a une émission qui s'appelle Trésor de casse sur RMC Découvertes, à laquelle vous participez. Quelles sont les voitures aujourd'hui les plus mythiques sur lesquelles vous ayez travaillé? Parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui des voitures électriques, mais il y a tellement de modèles incroyables dans le passé qu'on aimerait voir encore rouler sur nos routes. Oui, alors c'est sûr que cette émission, c'est une émission dédiée à notre profession et qui est tournée dans notre établissement. Alors c'est assez fun, assez pour les collaborateurs, pour nous, pour la profession, même sans en être le porte-parole, je pense que ça apporte une autre image en tous les cas. Ouais. Il y a encore des gens qui s'imaginent que la casse auto, c'est Lino Ventura qui tue un mec, qui le met dans le coffre de la voiture et la voiture à la presse. Bon, ça c'est fini. Ouais, voilà. Il n'est pas là, moi. Mais donc ça a apporté une autre image et puis on parle de notre métier et puis de cette passion malgré tout autour de l'automobile. Il y a le métier, mais il y a la passion. Nous, on adore. Alors, on a une particularité, c'est qu'on rentre aussi des véhicules. Alors, on rentre une voiture de tous les jours, mais on rentre une voiture hyper sport, une italienne, une allemande. Vous avez déjà rentré quoi comme modèle absolument fou? Presque tout, si, bien sûr, des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini. Alors moins que des Peugeot ou des Clio, c'est logique puisqu'il en roule moins, donc il y a moins de sinistres. Mais oui, il y a cette. Une question, vous voulez vous payer le rêve de votre vie, vous avez une Lamborghini à la casse. À combien est-ce qu'on peut arriver à retaper une Lamborghini ou une Porsche? Je dis pas la plus chère. Ouais, c'est dur de donner un prix parce que ça va dépendre d'abord de la valeur de la voiture avant le sinistre. Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Du choc. Oui. Des réparations, de tout un tas de choses. Donc, si c'est Philippe David au volant, elle est morte. Donc vous pouvez je vous laisse mon numéro. C'est l'essentiel. Eh bien, vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h avec nos invités. 0826 300 300. Si vous voulez partager, on sera ravis de vous accueillir au standard. Et dans un instant, on va parler toujours de pièces, de réemploi, d'occasion, avec notre invité. Et on parlera de la voiture du futur à la fin de l'émission. Est-ce que finalement, les voitures d'aujourd'hui vont durer peut-être pendant 10 ans, 50 ans, 60 ans, voire plus. On en parlera avec nos invités. Restez avec nous, c'est les vraies voix qui font rouler la France et c'est avec Mobility TV. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio, on est ensemble, on parle automobile avec Mobility TV jusqu'à 20h avec Philippe David et notre invité, Johan Branca est avec nous, bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes directeur général d'Opisto avec, je cite votre associé, Laurent Assis Arantes. Peut-être que j'ai bien prononcé parce que j'ai un problème avec les noms, vous le savez. Non, c'est très bien. C'est une entreprise que vous avez créée en 2010. Et ça partait de quel constat?
En fait, ça partait d'un constat de consommateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on cherchait une pièce d'occasion, on s'est aperçu rapidement que c'était relativement compliqué de trouver une pièce d'occasion sur Internet, et il fallait se déplacer, comme l'a dit tout à l'heure Nelson, dans une casse pour aller trouver la pièce dont on avait besoin. Et très rapidement, on s'est aperçu que pour pouvoir proposer une offre digitale sur la pièce d'occasion, il fallait pouvoir informatiser les démolitions, les casses automobiles. Et le constat est parti de là. Donc c'est le 4L Trophy en 2008 avec mon associé, où on cherchait des pièces d'occasion pour préparer cette 4L. Et très rapidement, on s'est aperçu que d'aller dans les casses, c'était un peu le parcours du combattant. De trouver une pièce de disponible et qui soit compatible, c'était à chaque fois assez compliqué. Et puis on s'est aussi aperçu d'une chose, c'est que les démolisseurs ne savaient pas forcément la quantité exacte de toutes les pièces qu'ils avaient de disponibles. Ah oui. Donc du coup, très rapidement, on s'est dit c'est intéressant de pouvoir proposer cette même possibilité de trouver la pièce d'occasion à d'autres personnes qui sont dans le besoin comme nous. Et c'est parti de là l'idée en fait. Voilà, il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Johan Branca, des pièces de 4L, ça se trouve facilement aujourd'hui ou pas? Parce que ça fait pratiquement 40 ans qu'elle est plus fabriquée. Alors oui, ça se trouve assez facilement. C'est des pièces, on va avoir des pièces de Renault 5 qui peuvent être compatibles, ou même on peut adapter d'autres pièces pour pouvoir rendre opérationnelle, on va dire, la voiture. Après, la vraie question, c'est combien ça coûterait aujourd'hui de rénover cette 4L alors qu'il y a 10 ans, c'était quelque chose de relativement attractif. Donc oui, ça se fait. Et puis maintenant, on a aussi d'autres solutions avec la largeur et profondeur de stock qui nous permet facilement de trouver des pièces. Et pour rappel, le 4L Trophy existe toujours, donc on a toujours des véhicules qui partent au Maroc pour pouvoir faire, on va dire, le raid humanitaire. Oui. Johan Branca, est-ce qu'on peut recycler toutes les pièces automobiles ? Alors toutes les pièces, non, on ne peut pas, parce qu'il y a des pièces dites de sécurité. C'est important de ne pas pouvoir proposer ces pièces à la revente. Pour autant, on va avoir des pièces de carrosserie, des pièces de mécanique. Excusez-moi, exemple de pièces de sécurité qu'on peut pas donner à la revente, des amortisseurs par exemple, ou un airbag ? Alors ça sera plus des flexibles de frein, en fait, tout ce qui va toucher des organes de sécurité. Les airbags, c'est interdit à la revente aux particuliers, mais pour autant, au niveau professionnel, on a certains professionnels qui savent remonter ces pièces dites de sécurité. Et puis après, on va avoir aussi des pièces, donc carrosserie mécanique. Et puis ce qu'on pourrait ne pas retrouver, c'est des pièces dites de consommables, c'est-à-dire monter des pièces d'occasion, des plaquettes de frein. C'est un peu plus délicat. Certes, il y a des plaquettes de frein qui arrivent quasiment neuves dans les démolitions, mais pour autant là c'est plus orienté sur toute la partie pièce neuve. Il y a environ à peu près 1,5 million de véhicules hors d'usage, qu'on appelle les VHU. Vous les traitez aussi avec des centres avec lesquels vous êtes en partenariat. Aujourd'hui, ça me paraît énorme comme chiffre. Alors c'est énorme, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1,5 million de véhicules, alors c'est 1,3 million, ça tourne entre 1 million et 1,3 million par an qui transitent par les démolitions aujourd'hui agréées en France. Et aujourd'hui, alors nous on les dépollue pas, ce sont les centres VHU qui les traitent, qui vont avoir suite à cet agrément une obligation de prise en charge du véhicule, de pouvoir dépolluer, faire la mise en sécurité, et puis de pouvoir recycler les véhicules pour atteindre les taux demandés par l'Europe. Et aujourd'hui, donc nous, avec les 500 démolitions que nous, avec lesquelles on travaille, c'est près de 600 000 véhicules qui transitent par les démolitions. Et toutes les voitures sont dépolluées d'une part, mais aussi on va avoir toute la partie informatisation des pièces. Et ça, c'est un travail qui est fait de la casse automobile. Alors j'ai presque envie de dire, c'est la casse automobile, c'est l'ancien nom. Parce qu'aujourd'hui, on appelle ça des déconstructeurs automobiles. Ils se sont industrialisés. On parle beaucoup des choses déconstruites en ce moment. Ouais. Exactement. Aussi, oui. À quel moment, Johan, on peut considérer qu'une voiture n'a plus d'usage en fait? Parce que nous, on ne sait pas. C'est à quel moment? Quand elle a plus de roues et qu'elle est cassée. Mais qui décide que votre voiture est un véhicule hors d'usage?
Alors, on a plusieurs points d'entrée. Hein. Ça va être déjà pour commencer le particulier qui veut se séparer de son véhicule, qui par exemple ne passe plus le contrôle technique et les frais pour remettre en état le véhicule sont trop importants. Donc du coup, ils vont se séparer des véhicules. Et là, la seule filière qui peut récupérer les véhicules en fin de vie, c'est les démolitions agréées et pas les pancartes au feu rouge, parce que ça alimente la filière illégale. Ouais. Ensuite, on va c'est bien avoir, de le dire, parce que oui, on ne l'appelle pas assez. Après, on va avoir les primes à la casse ou les primes à la conversion. Oui. Donc là, c'est les opérations faites pour acheter soit des véhicules neufs, soit des véhicules d'occasion. Et puis après, on va avoir toute l'assurance qui va nous permettre, suite à un sinistre, un grave accident ou par exemple un véhicule qui a été brûlé, qui a été inondé, immergé, où là, on va avoir des véhicules qui vont rentrer également dans la démolition. Donc en fait, c'est vraiment plusieurs typologies de véhicules qui peuvent rentrer. Et la moyenne d'âge environ des véhicules qui sont démolis, c'est 18 ans environ. Ah oui, c'est mon âge. Non, là, vous mentez. Johan Branca, vous avez une triple plateforme particulier, professionnel et international. C'est un marché international, la pièce ? Alors c'est un marché universel, j'ai presque envie de dire, parce que tout le monde a besoin d'une pièce d'occasion au final, du moment où on a une voiture pour se déplacer. Et aujourd'hui, on a vraiment ces deux métiers, l'informatisation en amont au niveau des casses automobiles, qui nous permet d'informatiser les pièces. Et puis la volonté de départ, c'était vraiment de démocratiser l'accès et de faire en sorte qu'on puisse la proposer à tous les acteurs. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs plateformes du coup. Opisto.fr pour la partie grand public, automobiliste, qui peut, par exemple comme moi, où j'avais une Twingo, c'était ma première voiture et l'objectif c'était de la réparer à moindre coût. J'ai tout changé sur cette voiture et j'ai trouvé mon trésor dans toutes les démolitions. Et l'objectif c'était de faire en sorte que n'importe quel particulier puisse avoir accès à cette pièce d'occasion. Mais c'est pas tout. Tout à l'heure, Nelson disait qu'il y avait des lois qui étaient sorties qui permettaient aux réparateurs de proposer la pièce d'occasion à leurs clients. C'est là aussi où on va, avec Opisto Pro, leur permettre d'avoir un accès privilégié à ce stock des démolisseurs pour notamment avoir une solution, une alternative à la pièce neuve pour réparer le véhicule du client qui arrive. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le véhicule vieillit de plus en plus. L'âge moyen du parc roulant, c'est 11 ans. Et il faut trouver des solutions alternatives pour proposer une solution au client, l'automobiliste, pour réparer sa voiture à moindre coût. Et puis après, on va avoir opisto.com, là, qui a vraiment une volonté ou un accès vraiment international pour pouvoir démocratiser l'accès à absolument tout le monde, que ce soit un Français, un Italien ou un Espagnol. On va avoir, alors je parle de ces trois pays parce que c'est ceux que nous ciblons actuellement, mais c'est vraiment, comme je le disais, universel, donc c'est tout le monde qui peut en avoir accès. Et là, l'idée, c'est des voitures qu'on va avoir en très grande quantité dans un pays, peut-être être intéressant pour des particuliers dans d'autres pays, ce genre de choses. Donc, de pouvoir mutualiser tout ce stock pour toujours, encore une fois, avoir accès à cette pièce d'occasion. Quel pays d'Europe, par exemple, achète le plus de pièces de marque française ? Est-ce qu'on sait ça ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, j'ai envie de dire le marché français. Le marché français, vu qu'on a les principaux constructeurs qui sont français, donc on va avoir une très grosse représentation. Mais après, j'ai envie de dire, tout le monde peut acheter des voitures, par exemple sur les pays, tous les pays européens, ils ont des véhicules français. Mais il n'y a pas de pays qui sort plus qu'un autre en fait. Les pièces que vous vendez aujourd'hui sont des pièces qui sont garanties, j'imagine ? Alors oui, c'est 100% du stock est garanti. C'est une obligation de la part du démolisseur de pouvoir garantir ces pièces. On va avoir des garanties de 3 mois jusqu'à 2 ans sur certaines pièces en fonction de chaque démolisseur. Après, on va avoir aussi un travail qui est vraiment tourné sur la qualité à la fois de la pièce et du service de la part du démolisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les pièces qui sont informatisées sont prises en photo pour ne serait-ce qu'avoir le côté contractuel. Donc, comme ça, que ce soit le particulier ou le professionnel peut rapidement voir la photo de la pièce, la photo du véhicule. On va avoir toute la partie référencement au niveau constructeur. Comme ça va leur permettre aussi d'être sûr que la pièce est bien compatible. Oui, c'est un gros boulot.
Ah oui, en termes de référencement, c'est un très gros travail. C'est là où je dis la casse automobile, c'était avant. Maintenant, c'est vraiment une tournée des déconstructeurs. Ça s'appelle toujours des casses dans le commun des mortels, mais aujourd'hui, le déconstructeur automobile investit énormément de temps et d'argent pour qualifier son stock. Donc, je parlais de pièces en termes de qualité de pièces, mais aussi de services, c'est-à-dire proposer une livraison de la pièce en moins de 48 heures partout en France ou même plus loin en termes de pays. Pour une réponse rapide, vous êtes vendu en marque blanche. C'est quoi une marque blanche ? Là, c'est de proposer notre site internet Opisto Pro aux couleurs et on va dire voilà, aux couleurs du réseau de garage. Donc aujourd'hui, on va travailler avec des réseaux connus qui en fait vont avoir exactement la même interface qu'Opisto, mais pour lequel on est venu sélectionner une liste de vendeurs, une qualité de pièces et de services pour vraiment tourner autour d'une animation de leur réseau. Vous m'auriez demandé, je vous aurais répondu, Philippe David, pas la peine. Voilà. Vous restez avec nous, Johan Branca, on revient dans un instant et on va parler de recyclage des batteries, des voitures électriques. Vaste sujet. Hein. Oui. Ouh là là, je peux vous assurer que ça fait polémique. Tout le monde nous dit son tout et son contraire. Et ben, on va vous donner la réponse dans quelques instants. Restez avec nous. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV et avec mon camarade Philippe David. Ça va, Philippe ? Bon, ça va très bien quand on est avec vous et avec nos invités. Ça va toujours très bien. Il est vraiment faux cul. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et c'est avec Mobility TV, bienvenue sur Sud Radio si vous venez de nous rejoindre. On parle automobile, vous savez, tous les jeudis soirs avec Philippe David et nos invités. Le temps passe vite, il est déjà 19h30, ça passe très vite. Et le recyclage des batteries des voitures électriques, on va en parler avec notre invité Alexis Marcadet. Bonsoir, merci d'être là aussi. Vous êtes cofondateur des e-garages Revolt. Je voulais le dire en anglais, je ne sais pas pourquoi. Expliquez-nous ce que sont ces garages. Alors, on a bien compris que déjà c'était numérique, mais ça correspond à quoi ? C'est les garages pour voitures électriques. Donc c'est le garage du futur, en tout cas c'est comme ça qu'on le pense. Donc c'est un garage qui a comme objectif de faire durer beaucoup plus longtemps une voiture et non pas juste de la réparer. Donc on veut faire rentrer la voiture dans l'ère de la pérennité programmée. Donc on veut que les personnes se retrouvent à penser à leur voiture comme ils pensent à leur appartement. D'accord, donc sur du long terme. Sur du très long terme, quelque chose qu'on peut léguer, quelque chose qu'on est fier de faire durer. Aujourd'hui, il y a une tendance à se dire que ma voiture a une grosse panne, elle doit partir à la casse. Si vous avez acheté un appartement et que vous avez une fuite, vous n'allez pas vous retrouver à vous dire j'abandonne mon appartement, je traverse la rue et j'en achèterai un autre. Donc vous êtes contre l'obsolescence programmée, c'est ça ? On se bat au quotidien contre l'obsolescence programmée et on pense que l'industrie automobile est en pleine transition vers la pérennité programmée et on veut faire partie des personnes qui accélèrent ce mouvement. Mais alors, quand on fait réparer, désolé, beaucoup de gens, enfin la majorité des Français n'ont pas encore de voiture électrique ou hybride. Une voiture électrique, quand ça tombe en panne, déjà c'est quelle panne ? Parce que les gens ne le savent pas. Et est-ce que ça coûte très cher à réparer ? Panne d'essence. Non, je plaisante. Alors malheureusement non. On a déjà eu des demandes assez particulières comme ça. Il faut savoir que personne n'a la réponse à cette question. Nous, les personnes qui viennent nous voir sont les pionniers, ceux qui ont acheté une voiture électrique entre 2010 et 2015. Donc on parle de personnes qui ont acheté des C0, des Twizy, des Zoé première génération, des Leaf. Et qui arrivent maintenant à une dizaine, 10, 11, 12, 13 ans. Donc on commence tout juste à voir à quoi ça va ressembler les pannes graves qui peuvent conduire à une voiture à partir à la casse. Ce qu'on constate, nous, pour le moment, sur nos faibles données, c'est qu'à peu près un tiers des pannes touchent la batterie, un tiers touche le reste du groupe motopropulseur, et le tiers est plus des pannes classiques, type mécanique, système de chauffage. Alors vous avez une particularité, c'est que les réparations que vous opérez sont vraiment chirurgicales. C'est-à-dire que demain, on va faire réparer sa voiture, on va avoir un devis. Chez vous, parfois, il est divisé par 10, par 15, par 20. Est-ce que... comment vous travaillez ? Parce qu'on se dit toujours, en matière de temps, généralement, on change quelque chose en disant, voilà, comme ça, c'est fait. Chez vous, c'est vraiment chirurgical. Alors... on aime beaucoup les images médicales parce que aujourd'hui, quand on arrive dans un garagiste avec une voiture électrique, c'est un peu comme si vous veniez chez le médecin et que vous toussiez et qu'on vous disait il faut faire une greffe de poumon. Nous, on veut aller beaucoup plus loin que ça. On veut se dire non, c'est dommage, on va peut-être regarder ce qu'il y a dans vos poumons, on va peut-être trouver une manière de guérir ce problème. Donc on essaye de prendre le temps parce qu'on est tout jeune et il y a beaucoup de pannes qui ne sont pas référencées ou on n'a pas encore les procédures. Donc on prend le temps, panne après panne, de trouver le composant ou le sous-composant à remplacer. Pour proposer des devis qui sont divisés par 20, on l'a jamais fait, on a déjà dépassé les 10. Donc la logique, c'est de dire
aux clients, accepter qu'on prenne le temps. Le temps qu'on prend avec vous sera utile aux clients qui arriveront derrière, et ensemble on peut montrer que les voitures peuvent durer beaucoup plus longtemps, modèle après modèle, et on espère que ceux de 2010 qui maintenant on prouve qu'ils peuvent durer 10 ans de plus, ça sera la même chose dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça dure combien d'années ou combien de kilomètres une batterie de voiture électrique? Et est-ce que c'est la même chose si on fait de la route ou d'autoroute pour aller travailler même à 15 ou 20 kilomètres, ou que de la ville? Quand on lit 10 ans, est-ce que c'est une bonne moyenne? Alors on est très jeune, donc je pense que les casseurs autour de la table pourront nous aiguiller là-dessus, mais nous on a vu des voitures avec 200, 300, 400 000 km, ça commence à être très rare, on parle des Tesla, qu'il faut se rappeler que les voitures électriques d'il y a 10 ans étaient des voitures à faible autonomie, qui ont démarré un peu au-dessus des 100 km. Donc aller faire 300 000 km avec une voiture où on peut pas faire plus d'une centaine par jour. On passe plus de temps à la recharge que sur la route, c'est ça? Et c'est des voitures qui n'avaient pas la capacité de charger aussi rapidement. Donc on était sur des voitures qui avaient un handicap qui font qu'aujourd'hui forcément elles sont peu kilométrées. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des cas de figure. On a plusieurs fois eu des clients qui viennent nous voir qui n'ont fait aucune révision, qui n'ont vu, vraiment, j'ai pas vu le médecin depuis 8 ans et qui sont en parfaite santé. Alors que normalement, il faut voir le dentiste tous les ans, comme vous le savez. Donc on pense chez Revolt, et on n'est pas les seuls, que finalement, une voiture électrique a tout l'ADN en elle pour durer beaucoup plus longtemps. Elle a plus de simplicité, elle est plus facile à réparer, les pièces les plus importantes seront plus faciles à recycler, seront plus faciles à remplacer. Donc on pense qu'elle a vraiment tout en elle pour durer au moins 20, 30, et nous on veut qu'elle aille jusqu'à 100 ans. Ça veut dire que cette nouvelle génération de voitures, tous autour de la table, vous oblige à vous reformer tout le temps? C'est ça. C'est pour ça que Revolt aujourd'hui est une exception. On est le seul garage 100% électrique. Parce qu'en fait, c'est pas le même métier. Parce qu'on met le E devant Revolt pour dire qu'on est un e-garage, parce que c'est pas un garage qui s'est converti. Il y a des garagistes qui font la conversion, mais c'est pas forcément simple, parce que c'est pas les mêmes procédures, c'est pas les mêmes habilitations, c'est pas la même formation, c'est pas forcément les mêmes personnes ni les mêmes outils. Donc quand on met tout ça autour de la table, on se rend compte que ça peut être très très complexe pour un garagiste qui est pas très loin de la retraite de se dire, est-ce que je vais faire cet énorme transfert? Est-ce que je vais abandonner mon Mac pour basculer sur Windows? Sauf que c'est beaucoup plus violent que ça en fait. Alors là, vous étiez à Rennes, juste pour une question de situation géographique. Vous en avez ouvert un à Nantes-Carquefou. Le but, c'est se déployer, déployer combien sur les années à venir? Alors on est tout jeune, donc on verra. Le but c'est de suivre la vague. Et la vague, en fait, il faut se rappeler qu'en 2010, les voitures électriques, ça représentait quelques milliers de personnes, des pionniers. Et donc la vague a commencé vraiment à grossir en 2015. Donc nous, on veut juste être là tôt pour mettre en place ce qu'on appelle l'Académie Revolt. Donc c'est des outils de formation qu'on crée en interne pour arriver à prendre des personnes et à les faire aller vers le métier de e-mécanicien. Alexis Mercadet, je voulais vous poser une question, mais vraiment de béotien. Quand on a une batterie sur un téléphone portable où on met beaucoup plus de temps à recharger et où ça dure de moins en moins longtemps le temps où on peut parler, on se dit ma batterie est fatiguée. C'est quoi les signes sur une batterie de voiture? Alors les deux pannes principales qui font que quelqu'un vient nous voir, c'est soit je n'ai plus d'autonomie. Là, j'avais quelqu'un au téléphone tout à l'heure. Sa voiture avait 150 km d'autonomie il y a 10 ans, aujourd'hui plus que 70, et ça commence à accélérer la baisse. Et la deuxième panne classique, c'est je n'arrive plus à charger. Soit de manière intermittente, parfois je n'arrive pas à charger, charge rapide, charge lente, soit je n'arrive plus du tout à charger. Et là, c'est problématique parce que il reste plus qu'un certain nombre de kilomètres et c'est vers quel garage je vais aller parce qu'ensuite la voiture ne bougera plus. Donc ça, c'est les deux grandes pannes. Après, il y a des tonnes de symptômes qui peuvent expliquer. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà de diagnostiquer sans ouvrir la batterie parce que c'est une procédure longue et coûteuse et on arrive déjà à peu près à savoir et à aiguiller le client vers le bon diagnostic, vers le bon devis pour la suite. Et ensuite, on essaie de réparer. Si on parle de batterie justement, là c'est le module, la cellule ou l'intelligence de bord, le petit ordinateur de bord qu'on appelle le BMS, plutôt que remplacer tout le pack batterie, comme ça arrive, comme je le disais tout à l'heure, pour la greffe de poumon totale, où là on peut se retrouver avec des devis. On a déjà vu des devis à 17 000 € sur des voitures qui en valent 6 000 aujourd'hui. Ah oui. Donc là forcément c'est un peu un aller simple pour la casse et, oui. On trouve ça dommage. Sur quel modèle aujourd'hui, est-ce qu'il y a des modèles parfois chez les thermiques, il y a des modèles qui sortaient avec des problèmes qui étaient récurrents chez pas mal de clients. Est-ce que ça peut arriver aujourd'hui sur une voiture électrique? On est vraiment trop jeune pour pointer du doigt tel ou tel modèle. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des voitures plus ou moins faciles à ouvrir. On parle beaucoup de Tesla. Ouvrir une batterie de Tesla Model S, c'est pratiquement une journée. Ah oui. Donc il faut quand même avoir en tête. En main d'œuvre, ça fait cher. Exactement. Il faut avoir en tête ce que ça représente. Après, on n'a pas. Faut se rappeler
rappeler que c'était des pionnières aussi en termes de technologie, les voitures d'il y a 10 ans. Donc on se trouverait très mal, on trouverait très malvenu pour nous, toutes jeunes start-up, d'aller critiquer les personnes qui ont mis des voitures sur la route il y a une dizaine d'années. Les constructeurs étaient à ce moment-là assez eux-mêmes béotiens sur le sujet. Oui. Donc on pointera pas du doigt les voitures qui vont mal. Vous voulez réagir ? Pour notre part, nous, en tant que vendeurs de pièces de réemploi, on a déjà une demande sur certaines pièces et sur certains modèles bien distincts. Notamment des convertisseurs, je crois, sur quelques voitures, etc. Et pour rebondir ce que Alexis dit, moi je pense qu'on a l'effet miroir avec une voiture thermique. On a aujourd'hui des voitures thermiques qui ont 40 ou 50 ans et qui roulent toujours, oui. Où on a changé quelques pièces, où on a fait un entretien, on l'a emmené chez le dentiste aussi tous les ans. Et je pense qu'on aura la même chose, sans dire que c'est mieux ou moins bien, mais on aura de la pièce de réemploi sur les voitures électriques, on réparera, on fera exactement ce qu'on a fait avec des voitures thermiques. On a aussi dans le thermique subi plein de modifications, du carburateur à l'injection, oui. Des turbos, et tout ça c'était aussi révolutionnaire. En diesel, exactement, c'était révolutionnaire aussi. Au moment où c'est sorti, on se posait des questions, qu'est-ce qu'on va faire ? En tous les cas, est-ce qu'on va pouvoir réparer les réparateurs ? Et tout un tas de questions, et tout le monde s'est mis au goût du jour, et je pense que ce sera la même chose. Alors, et en plus, vous avez maintenant les clients qui poussent pour ça, donc ça vous donne encore plus envie d'y aller. Alors une question, parce que finalement, c'est vous qui m'avez inspiré cette question, hein. Alors j'espère qu'elle sera bonne. Aujourd'hui, on a des batteries, par exemple, qui font 150 km d'autonomie. Vous le disiez, pour certaines voitures qui sont anciennes, mais maintenant on fait des batteries à 250, 300, 350. Est-ce que par exemple, sur une vieille voiture, on peut remplacer des batteries qui donnaient 150 km d'autonomie par une batterie qui aura à peu près la même taille, qui rentrera et qui aura par exemple 300 km d'autonomie, c'est-à-dire qu'on améliorera le produit qui sera pourtant âgé ? Je suis ravi que vous posiez cette question. C'est ce que nous on appelle l'upgrade, donc la capacité justement à donner un coup de neuf pour que la voiture dure beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, c'est techniquement assez simple à réaliser. Légalement, c'est bloqué. Et pourquoi ? Il faudrait le demander aux personnes du gouvernement avec qui on échange. Donc, allô, Matignon. On pense que ça va évoluer et on pense que ça doit évoluer et la demande est forte pour ça. Et ça sera la meilleure manière, ça sera vraiment la carte joker qui permettra à certaines voitures de dire en fait non, je la garde. Parce que là, si soudainement j'ai la densité des cellules de 2022 dans une voiture de 2012, c'est plus du tout la même. Et là, mon véhicule peut vraiment durer 10 ans de plus puisque je me retrouve avec une autonomie moderne. Et la même chose avec le rétrofit peut-être ? Le rétrofit, c'est vraiment un cadre légal pour aller de l'essence ou du diesel vers l'électrique. Ce dont on parle ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc il faut trouver une nouvelle manière un nouveau nom. Nous, on aime bien le nom upgrade et un nouveau cadre légal. Et ben vous restez avec nous. On reviendra dans un instant avec tous nos invités pour savoir si on appelle qui vous voulez. 0826 300 300. Si le Premier ministre veut nous appeler, elle peut nous appeler. En attendant, ça sonne au standard, bien sûr. Merci Madame Borne. Ça va bien avec l'automobile en plus. Ce nom. Restez avec nous. On revient dans un instant. On verra si l'automobile peut durer. Peut-être que ça peut durer 50 ans, 60 ans, une voiture, 100 ans même, puisque vous en parliez. On en parle dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. On vous souhaite la bienvenue. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et de retour dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV et avec nos invités, Philippe David. Nos invités, Nelson Jourdain, dirigeant de Careco Gièvre Auto, Alexis Marcadet, cofondateur des e-Garage ou E-Garage Révolte, et Johan Branca, directeur général d'Opisto. On va tirer le bilan de cette émission et il y a encore beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on a vraiment envie aujourd'hui, parce qu'on parle de la durabilité des voitures, aujourd'hui la moyenne, on en parlait Alexis hors antenne, la moyenne, on garde une voiture combien de temps aujourd'hui à peu près je crois que le chiffre c'est 13 à 15 ans, je crois, à partir du... 13 à 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français, les automobilistes auront envie de garder leur voiture 15, 20, 30, 40 ans, la même voiture ? Nelson, je ne suis pas sûr que vos clients soient dans cette veine. Là, mais... Je ne sais pas, alors s'ils la gardent, c'est plutôt positif pour moi, parce que ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de pièces. Et sur une voiture qui a 10 ans ou 15 ans, ils auront besoin de pièces, ils hésiteront à mettre une pièce neuve, on espère en tous les cas, et ils iront chez nous. Donc oui, après les gens ont envie de changement aussi, envie d'une autre voiture, etc. Et puis après les familles changent, on a des enfants par exemple, etc. C'est assez difficile de répondre à cette question. Enfin... Et puis il y a surtout les territoires, on en parlait tout à l'heure Alexis, à un moment donné, aujourd'hui la voiture électrique, même si elle dure des années, faut-il encore avoir autour, et ça revient tout le temps dans le débat, avoir les bornes et la capacité de se
se brancher. Et donc ça, c'est vraiment aujourd'hui très, j'allais dire très maison. C'est-à-dire que si vous avez une maison, c'est super, mais si vous habitez dans une ville où il n'y a pas de borne et où les bailleurs sociaux ou les immeubles n'ont pas installé de borne, ça devient compliqué en fait. C'est vrai. Il y a un droit à la borne. C'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Si on demande à son immeuble, à sa copropriété d'installer une borne, ils peuvent pas dire non. Ça peut prendre un peu de temps, mais ils peuvent pas dire non. Donc l'écosystème se met en place. Les freins, j'ai tous les jours des clients au téléphone qui il y a 6 mois me disaient que jamais ils seraient allés sur l'électrique, et il y a eu un déclic, un voisin, un proche qui leur montre à quel point c'est simple. Il faut aussi avoir en tête que beaucoup de gens ont deux véhicules. Donc avoir une seule voiture électrique aujourd'hui c'est complexe. On parlait d'un trajet jusqu'au bout de la France. Avoir sur ces 2 voitures une électrique, c'est assez simple. Moi j'ai posé une voiture dans le jardin de mes parents, ils étaient contre. Maintenant ils roulent plus du tout avec l'autre. C'est bizarre. Et vraiment c'était. Peut-être qu'on pourra l'enlever nous. La voiture dans le fond du jardin, on fait ça aussi. Mais il y a quelque chose dont je voulais parler aussi, parce qu'il va y avoir beaucoup d'incitations. Il va y avoir aussi sans doute la carotte et le bâton, parce que si on prend les enjeux de la COP21 tels que et la division par 4 des émissions, normalement la seule voiture qui peut rouler en 2050 c'est la Twizy. En termes de poids, de puissance, ça c'est prouvé. Pour partir en vacances en famille, c'est compliqué. Ça va être un peu compliqué. Donc surtout si on met une caravane. Oui, parce que plus la voiture est grosse, plus la batterie est grosse, et plus en matière de climat, c'est un peu compliqué. Il faut même parler, si c'est une électrique. C'est ça. Il faut parler analyse de cycle de vie total de la voiture, du puits jusqu'à la tombe. Et quand on parle d'analyse de cycle de vie, là, on commence à s'intéresser un peu au poids. On se rend compte que les SUV, il va falloir que ça s'arrête. Et donc, en fait, je pense que il y aura une partie des gens qui seront mobilisés pour y aller, puis il y en a d'autres tout simplement qui devront suivre parce qu'on ne pourra plus rentrer en centre-ville. Johan Branca. On dit que les voitures actuelles durent de plus en plus longtemps. On est encore au thermique jusqu'à 2035. Et plus si affinité, c'est peut-être pas tout ficelé, on verra bien. Et l'électrique, est-ce qu'on va arriver à c'est la fabrication en 2035. La fabrication, oui. Est-ce que on pourrait imaginer des voitures qui roulent comme des poids lourds 1 million de kilomètres, voire plus? Mais aujourd'hui, il y a une réalité. Il y en a déjà. Je pense qui qui est économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de pousser les voitures de plus en plus loin en termes de kilomètres, etc. Donc sur ça, il y a la réalité économique qui est que les personnes aujourd'hui se retrouvent dans l'incapacité de changer de voiture parce que c'est de plus en plus cher, et de réparer leur voiture avec des pièces neuves, ça sera aussi de plus en plus cher. Ça ne fait qu'augmenter en termes d'inflation, et je parle même pas de la disponibilité des pièces neuves avec les grosses crises qu'on a traversées en l'espace de 2 ans. Il y a une réalité qui fait que la pièce détachée est aujourd'hui relativement pénurique, et donc du coup on se retrouve à mettre des pièces d'occasion. Donc une alternative, c'est là où on s'aperçoit que l'industrie des démolitions est relativement bien implantée en France, et j'ai envie de dire même dans tous les pays, parce que c'est un commerce de proximité. Et demain, si les véhicules doivent dépasser le 1 million de kilomètres, j'ai envie de dire, s'il faut changer 2 ou 3 fois le moteur pour permettre de dépasser le 1 million de kilomètres, toutes les démolisseurs attendent que ça. Et je rejoins Nelson sur ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les démolisseurs ont du stock et permettront de pouvoir faire cette transition au niveau de tous les ménages, parce que le poste de dépense, le deuxième poste le plus important de dépense, c'est la voiture, du moins le transport. Absolument. Donc, Alexis et Johan, est-ce que vous sentez une vague bleue, je dis bleu électrique forcément, sur ces pièces de rechange aujourd'hui, ou c'est quand même encore un peu timide? Nelson par exemple, ou Johan, et après Johan. Alors aujourd'hui on a une faible demande de pièces de réemploi sur l'électrique, puisque forcément il n'en roule pas encore beaucoup, donc il n'en rentre pas beaucoup dans les centres VHU, donc finalement non, mais bien sûr que ça va s'accélérer. Alors aujourd'hui, je ne sais pas où en sont les ventes des véhicules électriques, parce qu'avec tout ce qu'on entend, les effets d'annonce, est-ce que les gens achètent encore autant d'électriques aujourd'hui qu'un an en arrière ou 6 mois en arrière? Je ne sais pas, si quelqu'un peut me répondre, ce serait intéressant aussi de savoir, parce que s'il y a des grosses ventes aujourd'hui, il y aura des grosses rentrées dans les centres VHU et de la forte demande de pièces de réemploi en cascade. Visiblement, on avait reçu le patron du Mondial qui disait qu'il y avait beaucoup de voitures électriques qui avaient été vendues. Alexis, vous croyez à l'hydrogène, vous ? Moi, à titre personnel, je me considère pas assez bon scientifique sur l'hydrogène pour y croire. Mais quand j'en parle avec des personnes qui connaissent bien, ils pensent que plus le véhicule est lourd, plus il y a de chances que ça devienne une réalité. Donc sur le véhicule de monsieur, madame, tout le monde, je pense que ça sera pas tout de suite. Et je suis pas certain que ça soit une voie qui va trouver sa place à court terme et peut-être même à moyen terme. Je voudrais poser une question sur les moteurs électriques. On a parlé des batteries. Je parlais du 1 million de kilomètres comme un poids lourd. Un moteur électrique, on m'a toujours dit que c'était
limite incassables, comme les moteurs de train qu'on pouvait faire des millions et des millions de kilomètres. C'est vrai ou pas? Encore des idées reçues. Mais c'est pour ça que je veux en sortir si c'est faux. Non, il y a de la casse aussi sur les moteurs, il y a des sous-composants, il y a des connecteurs, il y a beaucoup de pièces, donc non, on a des moteurs cassés aussi. Moins régulièrement que batterie, inverteur, mais on a aussi des problèmes sur les moteurs. Comment vous travaillez, quand on disait tout à l'heure que vous vous reformez au fur et à mesure, tous peut-être, vous travaillez avec les constructeurs, comment ça se passe en fait? Aujourd'hui, il n'y a pas de formation. On ne sait pas comment recruter un e-mécanicien, personne ne sait. Donc j'étais à une table ronde au Mondial de l'Auto avec des personnes justement d'organismes de formation. Ils étaient aussi intéressés que moi de savoir où on les trouve et qui seront-ils. On pense que ça sera plus féminin, on pense que ça sera plus digital, qu'il y aura plus de démocratisation justement de l'électrique à faire auprès du client. Donc on pense que c'est des profils qui sont pas du tout les mêmes que les mécaniciens actuels. Après, l'avenir nous dira si on a raison. Pour le moment, sur les premières personnes qu'on a recrutées, on voit 3 types de profils: des mécaniciens avec une appétence pour l'électrique, des électriciens, électroniciens avec une appétence pour la mécanique et des purs autodidactes. Ah oui. Il y a des personnes qui ont commencé à réparer, à rouler, à électrifier leur vélo électrique il y a plus de 10 ans et qui connaissent par cœur ce monde-là. Comme Nelson en fait, c'est comme ça, c'est les premiers pas finalement. C'est un peu ça, ouais. C'était pas les vélos électriques mais les mobylettes. Ouais. Ah oui. Mais c'est pareil pour vous, c'est-à-dire qu'on parle d'Alexis sur Revolt, il révolte, mais c'est pareil pour vous, il va falloir vous former aussi. Nous, à l'inverse, il existe des formations pour pouvoir démonter, avoir l'agrément en tous les cas pour démonter les véhicules électriques, ce que nous avons passé dans la profession. La totalité ou quasiment la totalité de mes confrères ont fait la formation aussi, puisque nous rentrons déjà des véhicules électriques et il faut avoir cet agrément pour pouvoir les démonter. Alors c'est des formations que l'on accède par les organismes de formation classiques. Voilà. Est-ce que les constructeurs sont réticents à vous donner des informations, les uns comme les autres, ou parce que comme ils ont leur propre centre de réparation, est-ce que finalement c'est deux mondes qui s'opposent ou vous arrivez à travailler avec eux? Je vois que tout le monde se regarde. Pour nous, non, parce qu'on est aussi concurrents à un moment donné avec le constructeur. Aujourd'hui, on vend de la pièce de réemploi, le constructeur vend de la pièce neuve. Tout le monde a l'air de vouloir vendre de la pièce de réemploi. En tous les cas, même les constructeurs ou les concessionnaires devraient vendre de la pièce de réemploi, même si on l'a dit tout à l'heure. Ils sont obligés. Ils sont obligés, oui. Alors, de proposer en tout cas, ils sont obligés de proposer. Ouais, absolument. Tout à fait, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais on attend avec impatience que ça prenne de l'ampleur. Mais donc on est à un moment donné, on peut dire concurrent. Oui. Ouais. Et on va suivre ça de près. Oui, très court. Si je peux me permettre sur l'aspect concurrent, ça dépend de l'âge du véhicule. Aujourd'hui, sur des véhicules de moins de 8 ans, c'est quasiment que de la pièce neuve, et sur du véhicule de plus de 8 ans, c'est en premier lieu la pièce d'occasion qui va être proposée. Donc, je pense qu'il y a aussi un changement de mœurs à avoir, un peu comme on l'a eu avec les médicaments génériques. Au début, on regardait ça avec beaucoup de questionnements, et à la fin, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on demande en priorité. Et si on n'a pas, voilà. Et c'est peut-être, est-ce que la pièce d'occasion demain doit pas devenir aussi ce médicament générique pour la réparation et l'entretien des véhicules? Donc c'est là où je pense qu'il y a une complémentarité, parce que le constructeur pourra jamais avoir la totalité des stocks, et la pièce d'occasion va être une solution justement. Merci beaucoup Joanne Branca, directeur général d'Opisto, Alexis Marcadet, cofondateur des e-Garage Révolte, et Nelson Jourdain, dirigeant de Careco Gièvre Auto. Et vous savez, j'en ai appris encore ce soir grâce à vous. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour les vraies voix qui font rouler la France jeudi prochain avec Mobility TV.